France Bleu Provence, la grande polémique, émission spéciale. Avec Thibaut Maisonneuve. Bonsoir Thibaut. Bonsoir à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 19h sur France Bleu Provence pour cette grande polémique spéciale attentat. 6 jours que nous vivons dans l'effroi, la stupeur, la peur après donc ces attaques à Paris qui ont fait 129 morts et d'innombrables blessés. Après l'assaut également qui a été donné hier matin et donc la crainte évidemment de nouvelles répliques sur tout le territoire en France. Ces attaques ont modifié nos habitudes, peut-être aussi au fond resserrer des liens autour de valeurs communes. Il en sera question lors de cette émission jusqu'à 19h. Et puis aussi libérer, on l'a constaté hier, en même temps les comportements les plus lâches et les plus odieux. Après donc cette agression d'une femme voilée et d'un enseignant juif hier à Marseille, dont on entendra d'ailleurs le témoignage ce soir. Les auteurs sont d'ailleurs à l'heure qu'il est toujours en fuite. Une émission en 4 parties. D'abord la sécurité en Provence. Ça veut dire quoi au fond d'ailleurs? Plus de sécurité? Est-ce qu'on est à l'abri réellement d'une attaque à Marseille, à Toulon, à Aix avec davantage de policiers? Comment lutter contre la radicalisation dans les cités? Sur Internet, nous serons avec un policier, une magistrate qui travaille à Marseille, un ancien haut fonctionnaire spécialiste de la radicalisation notamment. Alors cette partie-là est à suivre jusqu'à 17h. Après le journal de 17h et jusqu'à 17h30, l'appel à la tolérance lancé sur France Bleu Provence par Monseigneur Ponty, archevêque de Marseille, le Cheikh Hamza qui est imam de la mosquée d'Aix et puis Michel Teboul qui est président du conseil représentatif des institutions juives de France. Ils seront ensemble pour évoquer ces tensions. 17h30, 18h, le duel politique entre Samy Egali, sénatrice maire PS des 15-16 à Marseille, et Guy Tessier, député Les Républicains de Marseille et président de la métropole de Marseille, avec également Alain Lotte qui est avocat de la Ligue des droits de l'homme. Et puis 18h, 18h15, le grand journal d'Émilie Briffaut, et ensuite jusqu'à 19h, les polémistes France Bleu Provence qui reviendront sur ces attaques, leurs conséquences dans notre vie de tous les jours ici, au bord de la Méditerranée. Vous nous appelez, bien entendu, quand vous le souhaitez, pour réagir 04 42 38 08 08. Vous réagissez, Cédric Frémy, également sur le compte Twitter et la page Facebook France Bleu Provence, parce qu'avec vous, Cédric, on suivra ça en temps réel. Et puis, c'est ça, Facebook France Bleu Provence et Twitter @BleuProvence. @BleuProvence. Et puis vous pouvez suivre cette spéciale en direct, en vidéo, sur francebleu.fr. La grande polémique France Bleu Provence, spécial attentat, c'est jusqu'à 19h. La grande polémique, émission spéciale jusqu'à 19h. Thibaut Maisonneuve. Bonsoir Patrice Faure. Bonsoir. Du syndicat Alliance Police à Marseille. Bonsoir Marie-Blanche Régnier, déléguée régionale du syndicat de la magistrature. On est aussi en ligne avec Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense. Bonsoir Pierre Conessa. Bonsoir. Auteur d'un rapport intitulé « Quelle politique de contre-radicalisation en France ?» qui a été remis, c'est intéressant, on va en parler, il y a tout juste un an à la Fondation d'aide aux victimes du terrorisme. Première question que j'ai envie de vous poser sur cette notion d'état d'urgence, parce qu'au fond la sécurité repose depuis ces attaques sur cet état d'urgence. Ça veut dire, parce qu'on sait qu'il va être prolongé, ça veut dire que les assignations à résidence pour des personnes sont élargies à toute personne qui présente une menace pour la sécurité. Ça veut dire qu'il y a des perquisitions qui vont être menées sans passer par l'autorité judiciaire, sous le contrôle, cela dit quand même, des parquets. Le blocage également des sites internet, des réseaux sociaux qui jouent un rôle considérable. Et puis la dissolution des associations qui portent atteinte à l'ordre public. Première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il faut ça et est-ce que c'est à la mesure finalement de ces attaques qu'on a connues? Marie-Blanche Régnier, déléguée régionale du syndicat de la magistrature. Je crois que c'était effectivement une réponse qui était adaptée à la situation. Après, il faudra effectivement regarder dans le détail, quand on aura un recul, s'il est nécessaire de maintenir des mesures qui sont dérogatoires au droit commun. Je pense que, heureusement, dans ce pays, il n'y a quand même pas besoin nécessairement de l'état d'urgence habituellement pour assurer quand même la sécurité de nos concitoyens. Simplement là, on est face à une nouvelle menace qui a pris une ampleur dramatique, inédite, qu'on doit aussi cerner, analyser et adapter effectivement au fur et à mesure Donc vous n'avez rien à dire sur ces mesures d'exception? Alors ces mesures d'exception, encore une fois, je pense qu'il faudra les analyser dans la durée, parce que là, on est à chaud. Qu'elles sont appliquées. Là. Elles sont appliquées maintenant, mais là, on est un peu à chaud. Je crois que la question, c'est que ces mesures, elles doivent être proportionnées effectivement à chaque fois aux situations. Ce qui doit aussi être important, c'est de veiller quand on prend des procédures qui deviennent ensuite des procédures judiciaires, qui est bien un contrôle des procureurs de la République, mais ça c'est effectivement déjà prévu. Après, c'est toute la question de la législation d'exception.
et des atteintes évidemment aux libertés individuelles qui doivent être proportionnées aux situations. Patrice Faure du syndicat Alliance Police à Marseille. On sait, parce que le préfet de police l'a confirmé encore ce matin sur France Bleu Provence, qu'il y avait environ 400 individus, une dizaine de lieux de culte, c'est finalement d'ailleurs relativement peu, et d'associations sportives ou culturelles qui sont suivies en ce moment pour radicalisation dans les Bouches-du-Rhône. Ça mobilise beaucoup d'effectifs policiers notamment. Bien sûr, ça mobilise énormément de policiers. Donc les policiers sont au quotidien mobilisés, puisque ça fait quelque temps que sur le territoire national, cette menace est réelle. Donc effectivement, énormément de policiers sont mobilisés tous les jours au quotidien et pour assurer la sécurité dans tous les lieux publics. Vous êtes dans quel état d'esprit quand vous allez au boulot là en ce moment ? L'état d'esprit de nos collègues, il ne change pas. C'est un état d'esprit qui est assez professionnel. Donc il n'a pas changé depuis vendredi ? Il n'a pas changé. On sait on voit de toute façon qu'il y a une augmentation de la violence, une augmentation de cette radicalisation au sein de l'État, au sein du territoire français. Et l'état de nos collègues, il est toujours le même, c'est assurer la sécurité. Bien sûr qu'ils prennent les mesures de plus en plus... ils prennent des mesures, ils sont un peu plus attentifs à ce qui se passe, mais comme ils l'ont toujours été. Pierre Conessa, ancien fonctionnaire au ministère de la Défense, sur ces mesures d'exception, sur cet état d'urgence qui doit être prolongé, est-ce que c'est la bonne réponse face à la menace ? Je crois que, comme son nom l'indique, c'est une situation d'urgence. Mais quand on est dans ce genre de situation où effectivement les pouvoirs de police sont accrus et le contrôle du juge est réduit, moi j'ai été très frappé par l'engagement que les classes moyennes de la communauté française musulmane avaient démontré déjà bien avant les attentats. Parce qu'en particulier, ce sont eux qui ont vu monter cette poussée salafiste, y compris chez leurs enfants. Et donc il y a une réelle volonté de leur part de collaborer à quelque chose qui soit tout à la fois efficace et en même temps très opérationnel. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est eux qui peuvent nous prémunir contre une espèce de ramassage un peu trop générique, pour ne pas trop confondre un fondamentaliste et un radical. Un radical, c'est un... C'est-à-dire, Pierre Conessa, vous lui dites que les clés sont entre les mains de la communauté musulmane ? En partie, bien sûr. Surtout dans une situation d'état d'urgence. C'est-à-dire qu'il faut avoir une relation avec cette communauté la plus ouverte possible pour que, avant même que, en tout cas sur des situations collectives, on fasse très attention à ne pas faire de faux pas, quoi. Parce que dans ce cas-là, la stigmatisation est immédiatement perçue comme une politique générale. Or, je crois qu'ils sont tout prêts à collaborer à ce que justement on évite les faux pas dans une situation d'exception. Mais il en sera beaucoup question ce soir. Ce que disent tous les habitants, ce que disent tous les auditeurs de France Bleu Provence, c'est qu'on découvre évidemment pas aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui sont endoctrinés, et ça depuis des années. Oui, bien sûr. Mais moi, ce qui m'a frappé quand j'ai fait le rapport sur la politique de contre-radicalisation, c'était justement le fait qu'il n'y avait pas de politique de contre-radicalisation. C'est-à-dire que l'efficacité de la police tenait lieu de politique de contre-radicalisation. À partir du moment où on a empêché les attentats, les politiques ont toujours reculé devant l'idée d'une politique, parce que, évidemment, c'est compliqué, ça ouvre des débats polémiques, etc., etc. Or, une politique, c'est un contre-discours, c'est une coopération avec les élites de la communauté, c'est ne pas poser la question en termes uniquement à travers le CFCM, ça pose beaucoup de questions. Conseil régional du culte musulman. Le droit d'asile. Et donc tout ça c'est une politique, mais une politique ça avait toujours été repoussé. Mais comment on lutte contre la radicalisation aujourd'hui ? On intervient dans les cités, on intervient sur Internet ? On n'intervient pas beaucoup sur Internet, mais moi je trouve que c'est surtout le discours, c'est-à-dire que d'abord il faut désigner la cible. Or la cible c'est pas l'islam intégriste, c'est pas les musulmans fanatiques, c'est le salafisme. C'est le salafisme mais dans sa version djihadiste. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que tous les musulmans eux-mêmes le disent. Cette poussée est une poussée salafiste, c'est-à-dire de gens qui sont en fait une matrice issue de l'Arabie Saoudite et qui sont, si vous voulez, les plus intransigeants et les plus anti-républicains dans leur pratique. Or, ces gens-là veulent absolument parler au nom de la totalité de la communauté puisqu'ils se prétendent comme les meilleurs musulmans. Et qui font beaucoup de victimes parmi les musulmans, en plus. Pardon ? Et qui font en plus beaucoup de victimes parmi les musulmans. Ah ben bien entendu, puisque si vous voulez, en plus, ils considèrent que si vous voulez, tous ces Français républicains, si vous voulez, sont des traîtres ou des collaborateurs de police ou des traîtres à l'islam. Donc ils utilisent l'invective, enfin le takfir ailleurs et l'invective ici, pour justement expliquer que tous leurs parents, tous ces gens qui sont des présidents d'associations,
des imams, des théologiens, sont des traîtres puisqu'ils ne sont pas salafistes. Et donc il y a une politique d'intolérance, mais qui est une politique d'intolérance politico-religieuse, pas seulement religieuse. Vous voulez réagir, Patrice Faure, du syndicat Alliance Police à Marseille, sur ce que vous entendez sur la mission de la police qui a pu changer Oui, la mission de la police qui a pu changer, réellement, la mission de la police, elle évolue. Elle évolue quotidiennement par rapport... elle s'adapte. Hein. Je dirais plutôt la police s'adapte au quotidien par rapport aux événements. Donc, non. Bon. Pierre Conessa, ancien fonctionnaire au ministère de la Défense. Je rappelle aussi que vous pouvez évidemment réagir quand vous le souhaitez, 04 42 38 08 08. Peut-être un mot de ce qui a été très commenté quand même aujourd'hui qui concerne l'armement des policiers. Vous savez, il est question d'armer les policiers en permanence, y compris hors service sur la base du volontariat. Ça aussi, c'est une réponse à la mesure de ce qui s'est passé ? Les policiers sont évidemment une des cibles qui va devenir prioritaire, surtout a fortiori des policiers de culture musulmane, puisqu'ils sont considérés comme traîtres. Rappelez-vous le Mera, une des premières cibles qui s'était choisie, c'était des militaires de culture musulmane. C'est Imad Mera, Imad d'Athènes, c'est exactement le type, le parachutiste, le caporal, etc. Donc il y a un traquenard. De même en Angleterre, ce soldat qui a été tué à la hache dans les rues de Londres, par nature, tout ce qui est représentant de l'État, et notamment les représentants de l'action extérieure de l'État ou de l'action policière de l'État, sont des cibles prioritaires, oui. Ouais. Bon. Oui, nous, par rapport par rapport à l'armement, nous, ce qu'on voudrait déjà, donc on attend le comité technique de réseau qui aura lieu à Paris vendredi, pour justement cet assouplissement. Non, mais sur l'armement, encore une fois. Mais sur l'armement, nous, on y est très favorable parce que je vous rappelle qu'on est fonctionnaire de police à H24 et fonctionnaire de police à H24, d'être armé même hors service, ça peut, face à cette violence et face à cette forme d'attaque que nous avons subie, reste quand même toujours un moyen de protection à H24 et un moyen supplémentaire de sécurité pour nos concitoyens en armant les fonctionnaires de police. Alors vous restez avec nous, Patrice Faure du syndicat Alliance Police à Marseille, Marie-Blanche Régnier, déléguée régionale du syndicat de la magistrature. Merci Pierre Conessa, je sais que voilà, vous êtes pressé, vous devez nous quitter. Merci de votre intervention, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, auteur de ce rapport intitulé « Quelle politique de la contre-radicalisation en France ?» Et puis bien sûr vos réactions 04 42 38 08 08. Voilà, on se retrouve dans un instant. La grande polémique, émission spéciale jusqu'à 19h, Thibaut Maisonneuve. France Bleu Provence, partenaire de Novembre en scène, Espace Roux de l'Effet Libre à Château-Gombert à Marseille. Samedi 21 novembre, Gilles Jeffer pour un hommage à Joe Cooker. Samedi 28 novembre, Divine Gospel Music. Novembre en scène, salle Roux de l'Effet Libre, Château-Gombert à Marseille. Gagnez vos invitations sur France Bleu Provence. France Bleu. Savim, votre salon des vignerons et de la gastronomie, ouvre ses portes du 20 au 23 novembre au Parc Chano à Marseille. Savim, premier salon de France, c'est la rencontre avec 420 producteurs, dont 15% en bio. Ce sont des cours de dégustation et la possibilité de goûter tous les produits du salon. Savim, le rendez-vous annuel des amateurs de produits authentiques et de grande qualité gustative. Du 20 au 23 novembre au Parc Chano à Marseille. Tous les renseignements sur le site www.savim.eu. Pour votre santé, bougez plus. Debout, petit santon, c'est bientôt Noël. Les enfants vous attendent. Fidèle à la tradition, l'Office du tourisme de Saint-Maximin organise sa 32e foire au santon et à l'artisanat d'art. Samedi 21 et dimanche 22 novembre dans le cadre prestigieux du Couvent Royal. Incontournable rendez-vous de l'art santonnier. Cette année, encore plus de 120 exposants santonniers, créchistes et artisans sauront créer pour vous l'atmosphère des fêtes de fin d'année dans la pure tradition provençale. Entrée gratuite de 9h30 à 18h. Renseignements au 04 94 59 84 59. France Bleu. Laissez-vous guider. Demain 8h30, Thierry Boffa. 50 ans d'une collection d'avant-garde au musée Réatu à Arles. C'est l'expo Oser la photographie, visible jusqu'au 3 janvier. Pascal Picard, directrice du musée, est avec nous demain après Ligne ouverte. Il est 5h moins le quart, comme tous les quarts d'heure. On fait la route ensemble sur France Bleu Provence. Hervé, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est pour vous signaler qu'il y a eu un accrochage sur l'autoroute A7 en direction de Marseille à la hauteur du Vitrolles, juste avant la sortie
sortie aéroport Marseille, carte TGV. Donc les deux véhicules se sont garés sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais derrière, ça a bien freiné, donc je ne sais pas si derrière moi, il y a eu encore un accrochage. Bon, attention, donc entre Rognac et Vitrolles, direction Marseille sur la 7. Ouais, juste avant la sortie, 50 mètres avant la sortie. Pour l'aéroport. Merci Hervé, bonne soirée, à bientôt sur France Bleu Provence. On vous rappelle cette sortie d'autoroute fermée dans le sens Marseille-Martigues sur la 55, bretelle de sortie numéro 3 au dos. Du coup ça provoque des bouchons dans tout le quartier. Bassin de Radoub en direction de l'Estac, il y a 1 km de bouchons pendant une vingtaine de minutes. Cap Pinède en direction de l'autoroute, il y en a pour environ 20 minutes aussi. Capitaine Gesse vers les Arnavaux, 10 minutes de bouchons. Et puis tout le rond-point de Sainte-Marthe, bon ça c'est à cause des travaux. La Croix-Rouge vers le centre-ville de Marseille, 20 minutes de bouchons. Attention à Louis-Rech, Turcaméry, Michelet vers le rond-point du Prado, et puis aussi Schlesing vers Ferrier. Sur l'autoroute Nord, il y a 2 km de ralentissement sur la 7 vers Lyon. À Aix-en-Provence, juste la D9 qui est ralentie à la Pioline, 1 km, 3-4 minutes. Et pour l'agglomération de Toulon, la 57 vers Toulon, Pierre-Ronde-le-Tombadou, 3 km de ralentissement. Dans l'autre sens au Tombadou, 5 minutes de bouchon vers Nice. Et puis la Piro vers Toulon-Ouest. Quand vous quittez la Seine-sur-Mer, 5 grosses minutes de bouchon. On fait la route ensemble avec Mollard Combustible, fournisseur de fuel sur la région PACA. Plus d'informations sur www.mollard.fr. France Bleu Provence, émission spéciale. Vos réactions 04 42 38 08 08 et sur les réseaux sociaux. Grande polémique spéciale attentat avec autour de Thibaut Maisonneuve, Patrice Faure du syndicat Alliance Police et Marie-Blanche Régnier, déléguée régionale du syndicat de la magistrature. Alors il y a une question quand même qu'il faut se poser, c'est est-ce que votre travail a changé encore une fois depuis la nature de votre travail, de vos interventions à l'un et à l'autre a changé depuis ces attaques vendredi dernier? Marie. Non, je ne pense pas que notre travail change parce qu'on a des missions essentielles qu'on assure au quotidien. Simplement, je pense qu'au fur et à mesure, on va s'adapter aussi à la menace. Je pense qu'il faut aussi, et on le sait tous maintenant, que le terrorisme peut frapper à n'importe quel endroit du territoire. Et donc, travailler au parquet de Marseille. Au parquet de Marseille, donc potentiellement en région et pas seulement à Paris. Je crois qu'on adapte l'organisation de nos juridictions. Vous êtes vraiment tous mobilisés là, en ce moment ? Oui, bien sûr, on est tous mobilisés, puisque nous avons une réduction, pour les policiers, de 20% d'effectifs sur le plan national, ce qui reste assez considérable. Donc oui, on est tous mobilisés. Vous êtes revenus sur vos jours de congé, vos jours de vacances ? Oui, exactement. Tous nos collègues reviennent sur leurs jours de congé, sur leurs jours... il y a actuellement... La nécessité fait loi, comme on dit. Bien entendu, mais... Je rappelle quand même que les fonctionnaires de police sont tous mobilisés, ils l'ont toujours été. Ils sont pas insensibles à ce qui se passe, bien au contraire, puisque ils aiment ce qu'ils font, ils aiment être là pour protéger les concitoyens. Alors vous avez forcément je crois, si je peux ajouter quelque chose, je crois qu'on se rend compte aussi depuis vendredi, et c'est très important que dans tous les secteurs de la fonction publique, les événements dramatiques de vendredi ont démontré qu'on avait une fonction publique qui répondait aux situations d'urgence et qui répondait avec un sens de la responsabilité, un sens de ses missions qui était très fort. Vous faites référence à la création des 5000 postes, c'est ça ? Non, je fais référence au travail qui a été fait par la police, par la gendarmerie, par les hôpitaux dans les circonstances dramatiques qu'on a connues. Et je crois que les Français peuvent être fiers de leur fonction publique et c'est un moment particulièrement important parce que on se rend compte aussi de la nécessité qu'il y a effectivement d'avoir en nombre des fonctionnaires pour répondre aux impératifs et aux enjeux qui sont posés par le terrorisme. Et effectivement, la création de postes, après des années où on a supprimé des postes dans la fonction publique... Je rappelle 5000 postes de policiers, de gendarmes... Alors qui ne vont pas être immédiatement opérationnels parce que vous avez le temps du recrutement et de la formation, parce que... C'est pas rien ça quand même. Depuis une dizaine d'années, on a quand même aussi beaucoup sabré dans les effectifs. Mais on se rend compte aujourd'hui... Donc les 5000 postes qui vont arriver, encore une fois, redisons-le, ils ne seront pas opérationnels tout de suite parce qu'il va falloir les former. Alors que la menace, elle, reste permanente. Bien entendu, puisque pour former un fonctionnaire de police... du syndicat Alliance Police à Marseille. Pour former un fonctionnaire de police, il faut 12 mois entre l'alternance en commissariat et les formations théoriques. Donc il faut le recrutement. Ensuite, il faudra aussi comptabiliser quelque chose qui est important, c'est tous les départs qui vont être comptabilisés à la retraite pour faire un ratio exact de ce qui restera au final. Le suivi des lieux de culte et des salles de sport à Marseille, une dizaine de lieux de culte en l'occurrence, je vous en parlais, 400 personnes là, qui sont fichées pour radicalisation. Alors vous avez forcément des informations que vous ne pouvez pas nous donner parce que vous travaillez dans la police et dans la justice, mais comment ça se passe ? Comment on surveille ces lieux sensibles ? Qui veut répondre ?
Comment on surveille? C'est toujours très compliqué de divulguer ce type de technique de travail parce qu'on ne veut pas non plus alerter et sensibiliser les personnes qui pourraient se sentir concernées, de se dire tiens, dans tel lieu de culte je suis surveillé, là ça pourrait être une surveillance. Aussi, nous rassurer que de savoir que ces personnes alors sachez que surveillées. Tous les lieux de culte sont surveillés, les lieux de culte particulièrement problématiques sont surveillés par la police. Il y a un travail qui est fait, qui est un travail fourni, puisqu'on peut le voir là dans le cadre de l'état d'urgence et donc des perquisitions qui sont menées. Il y avait quand même des notes qui avaient été mises en place et tout, donc ça n'a pas été perquisitionné au hasard. Donc le travail est fait, bien fait, voilà. France Bleu Provence, émission spéciale. Vos réactions 04 42 38 08 08 et sur les réseaux sociaux. Marie-Blanche Régnier du syndicat de la magistrature. Je vais vous donner la parole dans un instant. Cédric Frémy, on réagit sur les réseaux sociaux. Sur la page Facebook de France Bleu Provence, Alain nous écrit par exemple: les policiers et militaires qui patrouillent à pied dans nos rues et les lieux sensibles sont en groupe, bien serrés. Une simple rafale d'armes automatiques les liquiderait en quelques secondes. La logique voudrait qu'ils soient disséminés pour pouvoir riposter. Patrice Mort du syndicat Alliance Police. Oui, alors pour répondre, c'est très simple. Donc on va faire le distinguo police-militaire puisque nous n'avons pas le même métier. On peut pas être disséminé à un parce que ça serait trop dangereux. La patrouille à plusieurs effectifs a quand même un phénomène qui va impressionner les gens, le citoyen lambda. Donc ces gens-là, de toute façon, il faut bien être conscient que ces gens-là ne sont impressionnés par personne. Donc le fait d'être disséminé aux quatre coins d'un site ne changera pas l'attitude de ces gens-là. Par contre, ça va intimider dans la patrouille quand on va se retrouver notamment dans des sites tels que les gares, les aéroports. Ça a toujours quand même un effet de dissuasion. Marie-Blanche Régnier, syndicat de la magistrature. J'ai pas grand-chose à dire sur les techniques, mais effectivement, vous mettez davantage en danger en réalité une patrouille si les personnes se retrouvent isolées sur la voie publique. Puis il faut penser aussi qu'il y a un effet dissuasif qui doit jouer par rapport au nombre, et puis l'effet rassurant aussi par rapport à nos concitoyens que de voir les forces de l'ordre sur la voie publique. Je crois que ça, ce sont des techniques qui sont pensées et qui sont tout à fait adaptées aux situations de sécurisation de la voie publique. On dit souvent... Après, ce qu'il faut aussi expliquer à l'auditeur, c'est que nous apprenons ce qu'on appelle les GTPI, les gestes techniques de police en intervention, qui nous expliquent clairement que vous avez donc effectivement ce type d'événement, mais vous avez aussi les interpellations. Et interpeller un individu tout seul, c'est toujours très compliqué. Le temps de réaction, même si son collègue est à quelques dizaines de mètres, peut être des fois problématique. Donc la proximité en intervention fait quand même aussi une sécurité pour son collègue. Est-ce que vous disposez d'un arsenal législatif suffisamment conséquent pour répondre très vite en fait à cette menace et notamment sur Marseille? On dit souvent que la justice est lente. Est-ce qu'elle l'est en pareilles circonstances? Alors d'abord, il faut quand même rappeler que la justice antiterroriste, elle est centralisée à Paris. Donc il n'y a pas de compétences dans les juridictions en région sur cette question-là. C'est-à-dire que s'il se produit un événement terroriste, c'est Paris, le parquet de Paris, l'ASDAT qui sont compétents pour traiter ces affaires. L'arsenal législatif il est très complet parce qu'en réalité, depuis 1986 et de manière pratiquement incessante, on a à chaque fois adapté l'arsenal législatif qui a été voté encore en novembre 2014 l'année dernière. Donc les moyens juridiques, ils existent. Après, il y a la question de la coordination des services de renseignement, tout ce dont on parle. Ouais. Tout le monde travaille bien ensemble, tout le monde a des objectifs de lutte contre le terrorisme qui sont tout à fait établis. Après, encore une fois, je vous dis, la centralisation à Paris fait que la question se pose moins immédiatement ici à Marseille, même s'il y a maintenant un référent terrorisme au parquet de Marseille. France Bleu Provence, émission spéciale. Vos réactions 04 42 38 08 08 et sur les réseaux sociaux.
Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Sylvie, vous nous appelez d'où Sylvie? J'appelle de la Treille j'aimerais quand même vous dire au sujet de l'armement des policiers, bien que ça nous rassure, nous, toute la famille, nos amis, nos proches, on est bien rassurés. Le fait que les policiers puissent avoir leur arme 24 heures sur 24, oui. C'est ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Parce que je pense, je sais pas, mais s'il y avait eu au Bataclan des policiers dans la salle armés, je pense qu'il n'y aurait pas eu tant de morts quand même. Voilà. Et c'est bien dommage. Alors là, moi je pense que finalement on aurait dû le faire avant, parce que c'est chaque fois qu'il y a des morts comme ça qu'on se réveille. Et je trouve que c'est un peu tard. Parce que là, bien sûr qu'il va y avoir... Il y a déjà des tensions, et depuis très longtemps des tensions, surtout dans notre région. Et là, nous, ça nous rassure. Voilà. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est que d'accord, on va les armer, mais est-ce qu'ils auront les moyens d'agir sans qu'on évoque la bavure? Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Une réponse très courte de Patrice Mort du syndicat Alliance Police. Oui, tout à fait. Merci Sylvie pour votre appel. Oui, la réponse elle va être très claire. On a entendu le président de la République faire une annonce notamment sur la légitime défense. Donc nous sommes très attentifs à ce qui a été annoncé. Nous allons attendre bien entendu de voir les actes nous concernant. Merci à vous deux, merci infiniment Merci. de vous être déplacés dans des circonstances forcément un peu particulières. Patrice Mort du syndicat Alliance Police à Marseille, Marie-Blanche Régnier, déléguée régionale du syndicat de la magistrature, Cédric Frémy.